Et si le destin de la noix de cajou mondiale se décidait, non pas dans les bureaux climatisés de New Delhi ou de Ho Chi Minh Ville, mais dans les champs dorés et les ateliers bourdonnants du Burkina Faso, imaginez un instant, ce petit pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, longtemps relégué au second plan, se prépare à faire trembler les fondations d'un marché mondial centenaire. En décembre 2025, le Burkina Faso lèvera le voile sur le Cashew Power Plan, une stratégie nationale inédite, ambitieuse qui vise à bouleverser les lignes du commerce international et à inspirer toute une génération d'Africains. À l'origine de cette révolution silencieuse, un homme et une vision, le président Ibrahim Traoré. Ce jeune dirigeant, porté par l'aspiration d'un peuple trop souvent oublié, refuse la fatalité et la dépendance. Son gouvernement ne veut plus brader la richesse du pays. Leur ambition? Briser une bonne fois pour toutes le vieux schéma hérité du colonialisme où la noix de cajou quitte l'Afrique sous forme brute pour revenir transformer et enrichir d'autres continents. Désormais, le Burkina Faso veut contrôler toute la chaîne de valeur, du champ jusqu'à l'exportation, et viser les marchés asiatiques les plus exigeants. Il s'agit d'un pari risqué mais potentiellement transformateur. Un échec replongerait le pays dans la dépendance, privant toute une génération d'une chance historique. Mais si ce plan réussit, il pourrait inaugurer une nouvelle ère de souveraineté économique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Mais comment un pays si souvent sous-estimé pourrait-il défier les géants asiatiques et bouleverser les règles du jeu mondial? Qu'est-ce qui rend ce plan si explosif? Et quelles sont ses réelles chances de succès? Pour comprendre la portée de ce pari, il faut revenir sur des décennies d'injustice commerciale, d'occasions manquées, et sur la volonté farouche de tout un peuple. Tout commence par une décision inattendue, prise dans les coulisses du palais présidentiel de Ouagadougou. Voici comment ce pari historique a vu le jour, nourri de frustrations accumulées, d'opportunités ignorées et d'un désir de dignité. Pendant des décennies, la véritable valeur de la noix de cajou échappait au Burkina Faso. Dans les villages, des centaines d'agriculteurs récoltaient prendre chaque saison des montagnes de noix, parfois dans des conditions difficiles, mais leurs efforts ne rapportaient presque rien. Les cargaisons partaient, brutes, vers l'Inde ou le Vietnam, vendues au prix le plus bas. Souvent, les paysans voyaient partir leur production sans jamais pouvoir goûter eux-mêmes une noix transformée. Cette mécanique semblait impossible à briser. L'Afrique de l'Ouest cultivait, d'autres empochéant. Ce modèle, hérité de la colonisation, faisait du continent un simple fournisseur de ressources bon marché. Le vrai profit naissait ailleurs, dans les usines étrangères où la noix était triée, décortiquée, grillée et emballée sous des marques prestigieuses. À l'arrivée sur les rayons, le prix était multiplié par 4, parfois même par 5. Un sac de 100 grammes de noix de cajou acheté à bas coût auprès des producteurs africains pouvait se vendre à prix d'or dans les supermarchés de Tokyo ou de Paris. Pour le Burkina Faso, le constat était amer. La richesse se créait toujours loin du pays. Les emplois industriels, le savoir-faire, le contrôle des marchés mondiaux échappaient aux Burkinabés. Les entreprises étrangères dictaient les règles, freinant la souveraineté et le développement local. Cette réalité n'est pas propre à la noix de cajou. On la retrouve dans le cacao de Côte d'Ivoire, le café d'Éthiopie ou encore le coton du Mali. Partout, l'Afrique exporte brut et importe cher. Année après année, cette dépendance étrangère enfermait le pays dans un cercle vicieux. Les revenus restaient ni faibles, les vraies perspectives de progrès économique s'éloignaient et les villages restaient captifs d'un système d'exportation injuste. Pour la plupart des travailleurs, l'espoir d'un avenir meilleur semblait hors de portée, tant que ce schéma perdurait. Beaucoup de jeunes quittaient la campagne, espérant trouver fortune ailleurs, mais trop souvent, ils ne trouvaient que précarité. Mais soudain, tout bascule. L'État burkinabé, déterminé à changer la donne, lance le Cashew Power Plan, la création de 7 usines de transformation ultramodernes pour reprendre le contrôle de la filière. Ce n'est pas une simple annonce, c'est une rupture avec un siècle d'histoire, une invitation à écrire un nouveau chapitre. Un pari audacieux qui s'annonce risqué. Peut-il vraiment inverser des décennies de dépendance et bouleverser les rapports de force mondiaux? Pour le comprendre, il faut se souvenir du Japon des années 50, alors ruiné par la guerre, qui choisit de miser sur l'industrie automobile nationale. À l'époque, personne ne croyait que Toyota ou Nissan pourraient un jour rivaliser avec Ford ou Volkswagen. Mais par la volonté, l'innovation et la persévérance, le Japon a transformé la donne. Le Burkina Faso tente aujourd'hui un pari similaire à l'échelle de la noix de cajou. Peut-on vraiment renverser une machine vieille de plus d'un siècle ? Le Burkina Faso ose défier les règles du jeu, s'attaquant à l'un des piliers du commerce mondial, la noix de cajou.
Mais bouleverser l'ordre établi, c'est attirer les regards, provoquer tensions et résistance, parfois même des menaces invisibles. L'histoire regorge d'exemples de pays qui ont tenté de reprendre le contrôle de leurs ressources. Pensons à l'Algérie nationalisant son pétrole dans les années 70 ou au Brésil imposant des quotas sur le café. À chaque fois, les pressions étrangères ont été féroces, mais la détermination nationale a parfois triomphé. Au cœur de ce pari, un plan inédit, le Cashew Power Plan, lancé par le président Ibrahim Traoré. Le projet prévoit la création de 7 usines ultramodernes, réparties sur tout le pays. À pleine capacité, ces unités transformeront chaque année près de 280 000 tonnes de noix brutes, hissant le Burkina Faso parmi les géants mondiaux du secteur. Pour visualiser ce volume, imaginez 3000 wagons de train remplis à ras-bord chaque saison. Ce n'est pas seulement une prouesse technique, c'est aussi un engagement financier colossal. 322 millions de dollars, levés en grande partie localement et complétés par des partenaires africains. Ce choix d'un financement régional est un signal fort. L'Afrique affirme sa volonté de maîtriser sa propre richesse, refusant de laisser filer, une fois encore, la valeur ajoutée vers l'étranger. C'est comme si, après avoir vu partir pendant un siècle les lingots d'or du pays, on décidait enfin de construire la banque sur place. La force du pays ne repose pas uniquement sur la technologie ou l'argent. La noix de cajou burkinabé possède un atout majeur, un taux d'huile naturelle de 47%, bien supérieur aux standards mondiaux. Terre fertile, climat sec, ces conditions uniques donnent aux amandes une saveur profonde, une texture beurrée et séduisent de déjà les marchés asiatiques les plus exigeants. Les chefs étoilés de Séoul ou d'Osaka recherchent justement ce type d'amandes pour leurs créations culinaires raffinées, comme les desserts traditionnels coréens ou les pâtisseries japonaises wagashi. Mais tout bascule avec un événement inattendu. Une courte vidéo, filmée à la volée, dans une usine encore en chantier, montre une cascade dorée de noix de cajou roulant sur un tapis d'acier. En quelques jours, ces images authentiques font le tour du monde. En Corée du Sud, au Japon, en Inde, des millions de personnes découvrent la qualité insoupçonnée de la noix burkinabé. Ce n'est pas la première fois qu'une vidéo virale change la donne. Souvenez-vous de la campagne virale du chocolat équitable ghanéen qui avait soudain attiré l'attention des acheteurs européens. L'effet est immédiat. En Asie, l'enthousiasme gagne les réseaux sociaux. Les chefs renommés vantent la pureté et la couleur dorée des amandes. Des acheteurs japonais et sud-coréens veulent s'engager sur plusieurs années, prêts à miser sur ce nouveau venu. C'est la première fois qu'un pays africain reçoit autant de sollicitations directes pour un produit transformé sur place, et non pour une matière première brute. Mais ce succès fulgurant inquiète ailleurs. Les anciens géants, l'Inde, le Vietnam, les négociants européens voient leur domination menacée. Depuis des décennies, ils contrôlaient la transformation et la distribution, tandis que l'Afrique restait simple exportatrice de matières premières. Cette nouvelle concurrence fait grincer des dents. Des délégations indiennes observent discrètement, des courtiers européens préviennent leurs investisseurs qu'un acteur imprévu pourrait tout bouleverser. Certains acteurs, comme cela s'est vu dans le passé pour le cacao ivoirien, pourraient être tentés de faire pression, de dénigrer la qualité ou d'influencer les prix mondiaux. La tension grimpe. Si l'expérience échoue, ce ne sont pas seulement des millions de dollars qui seront perdus, des milliers d'emplois, la fierté retrouvée des producteurs et surtout l'espoir que l'Afrique peut changer de destin risque de s'effondrer. Mais si la réussite s'installe, c'est tout un siècle de dépendance qui vacille. Le sort d'un pays et peut-être d'un continent se joue ici. Mais derrière les chiffres et la viralité, la bataille se joue aussi sur le terrain. Entre espoir, sabotage et lutte d'influence, chaque décision compte. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il tenir face aux pressions ? Pour le comprendre, il faut écouter les récits des ouvrières de Gaoua, qui racontent comment elles ont surmonté les coupures d'électricité, ou des techniciens de Banfora qui ont dû improviser face à des retards de livraison. 14 secondes de vidéo suffisent à secouer la planète. En quelques heures, le monde entier comprend qu'un point de non-retour vient d'être franchi au Burkina Faso. L'espoir renaît, mais aussi une tension inédite. C'est un peu comme le miracle sur la glace lors des Jeux olympiques d'hiver de 1980, quand une équipe américaine inattendue bat les soviétiques. Le symbole dépasse l'événement. Dès le lendemain, jusque dans les villages les plus isolés, la nouvelle se mesure en monnaie sonnante. Le prix de la noix de cajou s'envole. Pour la première fois depuis des générations, les familles rurales respirent. Leur avenir ne se joue plus à quitte ou double. Elles peuvent enfin bâtir des projets, rassurées par une stabilité retrouvée.
Certains investissent dans l'éducation des enfants, d'autres rénovent leur maison ou achètent des outils agricoles modernes. L'onde de choc traverse les campagnes et atteint les villes. 7 usines ultramodernes ouvrent presque simultanément, créant plus de 1 800 emplois directs. Autour, la vague d'activité entraîne 42 000 personnes supplémentaires, chauffeurs, techniciens, ouvrières, commerçantes, mais aussi plus de 2 200 femmes formées à de nouveaux métiers. Bobo Dioulasso, Banfora, Kaya, Kongussi, Waiguya, Tenkodogo et Gawa vibrent d'une énergie nouvelle. Les hôtels affichent vie complet, les restaurants tournent à plein régime, les petits marchés s'étoffent. Une effervescence économique sans précédent transforme le paysage local. À Bobo Dioulasso, par exemple, le nombre de taxis a doublé en quelques mois, signe d'un dynamisme retrouvé. Cette réussite industrielle soude la société. Fierté nationale, sentiment d'appartenance. Le Burkina Faso ne rêve plus, il inspire. Le Mali, le Niger, le Bénin frappent à la porte pour apprendre, pour bâtir à leur tour. L'idée d'une Afrique qui tient tête au monde ne paraît plus si folle. En 2026, une délégation béninoise vient étudier les méthodes de transformation dans l'espoir d'appliquer la même stratégie au coton. À l'international, la surprise est totale. Les grands groupes asiatiques et européens, pris de court, doivent revoir leurs plans. Les négociations deviennent plus rudes, plus équitables. Le Sahel, longtemps relégué au rang de simple fournisseur, prend place à la table des décideurs. On observe une redistribution des cartes, semblable à ce qui s'est passé lors de l'ascension du cacao équatorien, qui a bouleversé les habitudes des chocolatiers suisses. Mais cette ascension reste fragile. Tous les regards sont braqués sur ce pari risqué. Si le Burkina Faso tient bon, il deviendra le symbole d'une souveraineté retrouvée pour toute une génération. Sinon, les vieux réflexes de domination pourraient tout remettre en cause, menaçant jusqu'aux fondations de ce renouveau. Mais dans l'ombre, certains intérêts menacés commencent déjà à s'organiser. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à résister aux pressions et à garder le cap. Pour cela, le gouvernement multiplie les formations, investit dans la sécurité des infrastructures et tisse des alliances avec d'autres pays africains, comme le Sénégal ou le Ghana, pour renforcer la solidarité régionale. Et si demain, l'Afrique ne se contentait plus d'attendre sa place, mais dressait elle-même la table autour de laquelle le monde s'installe. Cette vision, jadis chimère, prend corps aujourd'hui au Burkina Faso. Ici, la souveraineté économique n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité qui s'affirme chaque jour sous nos yeux. Un événement inédit vient bouleverser les équilibres. Pour la première fois, le Japon propose d'implanter un centre de recherche et développement sur la noix de cajou, directement en Afrique. Ce n'est pas un symbole creux, c'est la reconnaissance d'une expertise locale et la volonté de bâtir l'innovation sur le continent pour répondre d'abord aux besoins africains. Cette décision pose les fondations d'une autonomie technologique et d'un contrôle accru sur toute la chaîne de valeur. Dans le passé, peu de centres de recherche agroalimentaire internationaux avaient ouvert leurs portes en Afrique. Cette initiative marque donc un tournant. Dans le même temps, la Corée du Sud franchit une étape supplémentaire. Elle veut co-créer avec des entrepreneurs burkinabés des marques asiatiques, conçues et lancées au Burkina Faso. Cela veut dire que la créativité, la valeur ajoutée et l'image des produits seront enfin partagées et non plus siphonnées hors du continent. On assiste à une rupture nette avec l'ancien modèle d'exportation brute. C'est un peu comme si, au lieu d'exporter du café vert, l'Éthiopie lançait la première grande chaîne de café africain à Séoul. Le système hérité, où l'Afrique n'était qu'un grenier à faible coût, vacille. Les grandes chaînes de valeur internationales se réorganisent, redistribuant le pouvoir de décision, la transformation et les bénéfices. Désormais, le monde commence à s'asseoir à une table construite en Afrique selon les règles africaines. Le Burkina Faso envoie d'un signal fort « Nous ne demandons pas la liberté, nous la prenons ». Cette phrase résonne dans les usines, les écoles, sur les marchés et devient le souffle d'une nouvelle audace. Elle invite chaque nation à briser le cycle de la dépendance et à écrire son propre avenir. Mais la partie est loin d'être gagnée. Pour les pays en développement, tout repose sur la capacité à transformer localement, à maîtriser la technologie, à tisser des alliances solides. Sans cela, le piège de la dépendance peut se refermer brutalement, étouffant espoir et ambition pour des générations entières. D'autres pays, comme le Nigeria avec le pétrole, ont vu leur rêve d'autonomie s'effriter faute d'industrialisation réelle. Restez vigilants. La révolution industrielle et culturelle africaine ne fait que commencer. Chaque avancée est fragile, chaque victoire doit être défendue, rien n'est jamais acquis sans engagement collectif.
C'est en multipliant les coopératives, en encourageant la formation technique et en protégeant la propriété intellectuelle que le Burkina Faso pourra pérenniser ses acquis. Pour comprendre comment ce nouveau modèle bouscule l'ordre établi, il faut revenir à la source, la noix de cajou et ses secrets industriels. C'est là que se joue la bataille pour la souveraineté économique du Burkina Faso. Transformer localement, c'est aussi investir dans la recherche, améliorer les variétés, développer des emballages innovants et créer des filières de recyclage des coques qui pourraient servir de biocarburant ou d'engrais. Le Burkina Faso ne baisse plus la tête. Désormais, il avance, déterminé, et l'Afrique marche à ses côtés. L'exemple burkinabé fait déjà des émules. Au Sénégal, des coopératives de femmes s'organisent pour transformer l'arachide sur place. En Tanzanie, on expérimente la valorisation du sisal en textile technique. Ce qui s'est décidé ici va bien au-delà de la noix de cajou. C'est un choix de rupture. Après tant d'années à vendre ses ressources brutes pour une bouchée de pain, un pays ose transformer, valoriser et bâtir sa propre prospérité. C'est le même esprit que celui qui a animé les dragons asiatiques lorsqu'ils ont investi dans les hautes technologies, refusant de rester des ateliers pour l'Occident. Ce geste envoie un signal fort. La souveraineté économique n'est plus un rêve lointain, c'est une urgence. C'est elle qui permet de reprendre la maîtrise de son destin, de créer des emplois dignes, de faire circuler la richesse au sein du pays. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Burkina Faso montre la voie et d'autres nations africaines observent, s'inspirent, se réveillent. Cette révolution silencieuse rappelle à chacun: la dignité, cela se conquiert. Jamais on ne la reçoit gratuitement. Comme le disait Thomas Sankara, ancien président burkinabé, il n'y a pas de dignité sans autonomie. Fermer les yeux sur ces mutations, c'est accepter de rester à la traîne. Laisser d'autres fixer la valeur de notre travail, c'est risquer que la pauvreté se transmette encore de génération en génération. À l'inverse, saisir cette chance, c'est ouvrir la porte à plus de justice, plus de prospérité. C'est bâtir un héritage solide où chaque enfant peut espérer un futur meilleur, parce que son pays contrôle enfin ses ressources et écrit sa propre histoire. Chacun de nous a un rôle à jouer. Parlez-en, partagez cette histoire, encouragez partout les initiatives qui donnent de la valeur à nos matières premières. Refusez la résignation. La souveraineté économique commence par la conscience collective. Soutenir les produits transformés localement, c'est investir dans le futur de l'Afrique et de tous ses enfants. Le Burkina Faso vient de prouver que changer de modèle, c'est possible. Ce n'est qu'un premier pas. L'Afrique avance doucement mais sûrement. La prochaine transformation dépend de nous tous.